Bonjour à tous. On va effectivement commencer et nous sommes heureux de vous accueillir pour cette séance inaugurale de l'association Vérifions par ces temps difficiles où tout le monde parle de la guerre. Et nous allons vous présenter notre invitée, Fadila Maharoufi, qui est cofondatrice de l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles, présidente du comité de soutien à la commission d'enquête parlementaire Sarah Halimi et gérante du Café laïque à Bruxelles. L'association Vérifions tient à remercier l'association Dimivoch et son président Alexandre Pegenbaum, qui est là, qui nous héberge sur l'infrastructure de Dimivoch le temps de cette conférence. Merci Alexandre. La conférence est enregistrée, vous l'avez bien vu. Avant de commencer notre entretien, je donne la parole à Jean-Pierre Liedo qui va présenter l'association en quelques mots. Ensuite, Liliane Messika et moi-même commencerons l'entretien avec Fadila Maharoufi. La parole est à toi, Jean-Pierre. Je vais dire deux mots pour parler un peu de Vérifions, notre association. Dans quel sens on peut dire 2021, Libération avait publié une tribune qui accusait Israël d'apartheid. Avec un groupe d'autres intellectuels, elle fut signée par plus de 300 personnes, refusée par Libération. Notre réponse fut publiée dans l'Express en septembre 21. On peut dire que ça, c'est l'acte fondateur. La désinformation concernant Israël n'est certes pas nouvelle, mais avec le développement de l'informatique, d'Internet, des réseaux sociaux, elle est devenue extrêmement toxique et je pense qu'elle n'a d'égal que la campagne qui vise, depuis ces 2 ou 3 dernières décennies, à blanchir l'islamisme et à délégitimer ses adversaires. Les vérificateurs d'informations sont souvent tout autant porteurs de mensonges. La presse institutionnelle est tout autant et peut-être plus organisatrice de fake news parce que l'origine du mensonge ne provient pas de l'amateurisme de la source. Elle provient principalement des idéologies et de leur perdition dont la fin justifie les mensonges. Rappelons qu'en France, les sociétés de presse reçoivent plus de 5 milliards d'euros de subventions. C'est cette information-là, sous intention idéologique, qu'il nous faut donc démasquer face aux fake news, le fact-checking, face à l'information mensongère, la vérification. Comme pour l'histoire du colibri qui porte sa goutte d'eau face à un incendie, notre association fera ce qu'elle peut, selon ses forces, et cela incitera chacun, au moins, à faire attention, peut-être. Nous avons décidé de nous intéresser prioritairement à Israël parce qu'elle est le théâtre principal des opérations idéologiques et de désinformation. Ses ennemis, ayant échoué à maintes reprises à la rayer de la carte, font tout pour la délégitimer et en faire le paria des nations. La désinformation s'évertue à dénaturer son passé et son présent. L'antisémitisme d'envergure mondiale du passé nourrit aujourd'hui un antisionisme lui aussi d'envergure planétaire. L'antisémitisme s'était développé sur le triptyque accusatoire crime rituel, traîtrise, complotisme. L'antisionisme se développe sur celui du colonialisme, occupation, apartheid. L'antisionisme est aujourd'hui le point de rencontre, le point d'intersectionnalité de divers acteurs sociaux qui agissent de concert sous la bannière de l'islamo-gauchisme. Il nous faut donc comprendre le conditionnement culturel et religieux de l'idéologie islamiste, car elle est de loin l'ennemi numéro 1 de toutes les sociétés et de tous les individus qui, de par le monde, se réclament de la démocratie et de la libre pensée. C'est pourquoi notre intérêt pour Israël ne peut être exclusif. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous sommes heureux d'inaugurer notre cycle d'événements publics avec Fadela Maharoufi. Nous partageons son combat contre l'islamisme et l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire pour la vérité des faits. À vous. Merci Jean-Pierre. Je reprends la parole pour parler de la désinformation qui, comme tout le monde sait, est un positionnement idéologique et politique. La désinformation se construit essentiellement par le discours. Le discours idéologique procède par la mise en scène des mots-concepts qui masquent souvent le réel et qui fabriquent des cadres mentaux imposés à toute la société à coups de matraquage médiatique incessant.
Les concepts sont vivre ensemble, diversité, islamophobie, discrimination, inclusivité, l'autre avec un grand A, etc. Ces formules conditionnent les esprits tout en dissimulant la véritable portée de ces termes et sont brandis par une partie du monde médiatique, par une certaine intelligentsia universitaire et par toute une nébuleuse idéologique où se croisent néo-marxistes, tiers-mondistes, décoloniaux, antiracistes, antisionistes, néo-féministes intersectionnels. Les conséquences de ces rencontres idéologiques ont donné ce que Pierre-André Taguieff qualifie de quadruple substitution, qui structure l'imaginaire de l'extrême gauche radicale et qui permet d'embrigader dans cette dialectique une grande partie de la communauté musulmane. Alors, quelles sont ces substitutions? D'abord, la cause prolétarienne, elle a été remplacée par la cause palestinienne. À la classe ouvrière ont été substitués les immigrés de culture musulmane. Les juifs victimes ont laissé leur place aux musulmans victimes. Les révolutionnaires communistes ont été remplacés par les révolutionnaires islamistes hybrides, c'est-à-dire alliés avec les tiers-mondistes, les décoloniaux, les néo-féministes intersectionnels, etc. Dans un chapitre du livre dirigé par l'anthropologue Florence Bergeau-Bleclerc, qui, je vois, est avec nous ce soir, le livre s'appelle Cacher cet islamisme. Notre invitée, Fadila Maharoufi, femme de culture musulmane et attachée à la laïcité, comme elle se définit elle-même, constate que le fait même d'évoquer le fondamentalisme ou l'islamisme entraîne en réponse une accusation de racisme ou d'appartenance à l'extrême droite. Les lanceurs d'alerte font l'objet de menaces et de harcèlement. S'ils sont issus des milieux musulmans et qu'ils critiquent ce qui se passe au sein de ces milieux en provenant des dangers réels des idéologies fondamentalistes, ils sont considérés comme apostats ou comme arabes de service ou comme arabes au service des blancs et des sionistes. Ils sont aussi menacés de mort et les atteintes à leur vie ne sont pas une vue d'esprit. J'espère que Fadila nous en parlera aujourd'hui. Récemment, un colloque organisé à la Sorbonne par le Collège de philosophie, conjointement avec l'Observatoire du décolonialisme, où nous avons participé avec Fadila, a abordé la construction de toutes les idéologies dont les fondements sont intellectuellement frauduleux et socialement dangereux. Le colloque aurait pu être perturbé par les syndicats de l'extrême gauche qui a accusé les participants d'islamophobie. Si Fadila n'était pas intervenue pour établir quelques vérités, nous n'aurions pas pu continuer la discussion. Elle l'a fait car son combat est aussi un combat contre la désinformation et contre la propagande. Et c'est justement avec son intervention qui rappelait la réalité du terrain que nous voudrions commencer la présentation de notre invité, dont tous les combats répondent directement aux objectifs de l'association. Alors justement, l'association Vérifions s'attache aux fake news, au déni, à l'omerta. Et c'est en cela que Fadila nous a intéressés. Elle a été filmée en live en présence de nombreux médias en train de répondre à ces anti-islamistes qui n'avaient rien à faire ici, et pas un des médias présents ne l'a mentionné. La raison, nous la connaissons. On ne veut voir en France les musulmans que comme des victimes. Et plus les chiffres prouvent le contraire, et plus les médias répètent leur mantra. Les violences racistes touchent très marginalement les musulmans. 100 actes racistes par an, c'est 100 de trop, mais enfin, ce n'est pas grand-chose par rapport à la population concernée, par rapport aux 541 actes antisémites sur 450 000 juifs qui vivent en France. Fadila est la preuve que les premières victimes de l'islamisme sont musulmans. Mais quand les bien-pensants disent « les premières victimes de l'islamisme sont les musulmans », ils veulent dire tous les musulmans, d'où le refrain du pas d'amalgame. En réalité, les premières victimes de l'islamisme sont bien des musulmans, mais pas les musulmans. Et c'est pour ça aussi que nous avons envie de mieux connaître Fadila, qui va se présenter elle-même. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à participer et à pouvoir m'exprimer sur ce sujet qui est fort préoccupant et qui est intéressant parce que vu l'actualité ces derniers mois, je vais en parler un peu plus par la suite. En quoi est-ce que c'était assez évidemment urgent de discuter de l'islamisme et de l'antisémitisme et comment ça nous touche de près et comment ça m'a touché de près ici, notamment en Belgique pour ma part. Alors, certains me connaissent peut-être
qui sont présents. Voilà, moi, je suis issue de famille d'origine maghrébine de la troisième génération. Mes grands-parents sont venus en premier lieu habiter à Bruxelles. Et mes parents, c'était des gens qui vivaient en PADDEF, on va dire comme tout le monde en fait, qui étaient dans les années 70, bien intégrés, dans le sens où ils étaient habillés comme tout le monde. À cette époque-là, tout le monde vivait bien, avec voilà, mélangé, etc. À Bruxelles, nous n'avons pas la même configuration spatiale, on va dire, que comme à Paris, où il n'y a pas vraiment de ghetto proprement dit, où sont parqués, on va dire, on retrouve qu'une partie de la population d'origine maghrébine qui ne vivent qu'entre eux. Disons que ça va se construire au fur et à mesure. J'ai oublié aussi de rajouter que bon, je suis l'aînée d'une famille de 8 enfants. On est 4 filles, 4 garçons. Je le dis parce que ça a son importance, parce que notamment ici dans ma famille, je suis la seule qui est vraiment qui est sortie de l'endoctrinement et de cette vision, on va dire, fondamentaliste. Tous mes autres frères et sœurs ont une vision stricte de l'islam, ont été endoctrinés soit dans l'adolescence ou un peu plus tard pour d'autres. Donc voilà, on peut dire que par rapport à ça, avec les années, surtout vers l'adolescence, nos chemins ont commencé à se séparer dans notre vision du monde, la manière de voir les choses, etc. Moi, en tant que fille, évidemment, j'ai perçu l'islamisme déjà depuis les années, petit à petit, à partir des années 80. Et puis, à partir des années 90, donc années 90, 90 en France, j'ai bien vu comment l'islamisme s'est imposé, cette vision de l'islam s'est imposée. Mais encore une fois, il n'y avait que la communauté musulmane en fait qui pouvait le percevoir. Nous, on le ressentait, on l'entendait, le langage changeait, la façon de parler, de voir les autres changeait aussi. Si dans les années 80, moi en tant qu'enfant, le discours était il y a eux et nous, il y a ce qu'on appelait les porcs, c'est-à-dire les non-croyants et nous. C'est des choses qui se disaient entre nous, mais qui ne se disaient pas avec ce qui était considéré comme impur. Donc, évidemment, ces personnes qui étaient considérées comme des porcs, donc ici, c'était notamment les Belgo-Belges. Alors, comme je le disais, on vivait tous ensemble, mais au fur et à mesure, on va se rendre compte que les jeunes de la deuxième, troisième génération qui vont suivre des cours coraniques pour la majorité après l'école, le mercredi après-midi et les week-ends, vont commencer à être endoctrinés petit à petit. Et donc, le discours qui va se tenir, ça va être clairement des discours de haine vis-à-vis des juifs, mais aussi vis-à-vis des non-croyants, ce qu'on appelait les kofars, les porcs, ceux qui étaient impurs, notamment les Belges chrétiens, ceux qui n'étaient pas musulmans. Dans le langage des enfants que nous étions, on pouvait entendre ça. C'est-à-dire qu'entre nous, quand on voyait un Belge, on disait c'est un porc, c'est un impur. Ou alors, on entendait aussi dire vous ne pouvez pas comment dire, être violent vis-à-vis d'un musulman, voler un musulman, mais vous pouvez voler, il n'est pas interdit de voler un non-musulman. Et donc, finalement, tous ces enfants que nous étions, on grandissait avec ces discours-là qui étaient fort présents. Et alors, il y avait aussi cette histoire qui était de dire que finalement, l'islam vaincra. Le monde sera musulman un jour. Et donc, on vivait avec cette histoire-là, où on était persuadé qu'un jour, la terre entière allait devenir musulmane. Alors, quand on est enfant, évidemment, ce sont des histoires qui nous marquent, hein. On pense que c'est vrai, on nous le raconte, comme on nous racontait l'enfer et le paradis. Donc, c'est toutes des choses qui nous faisaient en même temps peur, et en même temps, on nous montrait qu'on était les privilégiés, ceux qui avons été élus, et versus ceux qui sont quelque part, entre guillemets, comment dire, qui vont brûler en enfer, qui n'auront pas droit au paradis et qui n'en valent pas la peine. Alors pourquoi est-ce que moi, quelque part, je me suis posé énormément de questions parce qu'en tant que femme, évidemment, je n'avais pas les mêmes privilèges qu'un garçon aussi. On était quand même, il y avait cette pression sociale qui était mise sur les filles, notamment la pureté, le fait de rester vierge jusqu'au mariage. On était garante évidemment de l'honneur de la famille.
on était surveillés, on n'avait pas le droit de sortir, voilà, on avait vraiment, il y avait quasiment pas de droit pour les filles, hormis le fait d'obéir, de rester à la maison, de faire le ménage, de s'occuper des frères et sœurs, etc. Donc moi, je vais me poser énormément de questions par rapport à ça. Quand je vais par la suite quitter le quartier pour aller dans un enseignement catholique, je vais ouvrir des grands yeux, parce que c'est vrai que pendant la période des années 80 vers la fin, début des années 90, la population belge va quitter les quartiers. Comme je le disais, comme ils étaient insultés, violentés, etc., de plus en plus de Belges vont fuir, alors qu'au départ, il y avait vraiment une bonne entente. Et c'est vrai que peu à peu, finalement, ces autres-là, on ne les connaît pas. Il y avait aussi un quartier qu'on appelait le Triangle, du côté de la gare du Midi, qui était connu et réputé pour avoir toutes les boutiques vestimentaires de personnes tenues par des personnes de confession juive. Eux aussi, qui étaient là depuis plusieurs décennies, vont commencer aussi à partir. Parce qu'évidemment, des actes antisémites, des propos aussi antisémites qui viennent des prêches, qui viennent euh, des, des chaînes satellitaires, qui viennent des CD ou des cassettes qu'on entend dans les marchés, et tous les discours de haine vis-à-vis des juifs, etc. Et d'ailleurs, la plupart des enfants, l'insulte suprême, c'était sale juif. Alors, moi, c'est vrai que j'avais une famille qui n'était pas antisémite. Souvent, on me racontait mes grands-parents me racontaient comment ils vivaient au Maroc avec des voisins qui étaient de confession juive et que ça se passait très, très bien. Mais je vais commencer par l'école. Je vais voir que c'est pas le cas de toutes les familles et je vais entendre le terme sale juif. Moi qui ne connaissais pas vraiment, je connaissais pas du tout le terme juif. Je vais l'apprendre quand je vais avoir des cours ou quand je vais voir des reportages sur la Shoah, sur ce qui s'est passé pendant la période nazie, etc. Et puis aussi, surtout, donc, par mes camarades de classe, par ce biais-là. Donc, je commence à poser des questions, à savoir pourquoi, qui sont ces personnes qu'on qualifie de sales juifs, etc. Et là-dessus, évidemment, dans ma famille, on va me reprendre en me disant, il faut surtout pas dire ça, que c'est vraiment quelque chose de, enfin, ça ne se fait pas, etc. Mais c'est quelque chose qui va être très présent tout au long de ma vie. En fait, je vais rencontrer ce problème-là. Et je vais quelque part par mon éducation, mais par aussi ma sensibilité, parce que je vais apprendre de ce qui s'est passé durant la période de la guerre 39-45, qui va je serai vraiment assez choquée et je ne vais pas comprendre. Étant jeune, je ne comprends pas comment des humains peuvent arriver à vouloir exterminer d'autres personnes. Donc, du coup, je suis assez sensibilisée par ces questions-là. Et je ne comprendrai d'ailleurs jamais pourquoi est-ce que finalement des personnes seront violentées parce qu'ils ont une autre religion que la nôtre. Alors, petit à petit, je vais commencer à me poser des questions de savoir pourquoi est-ce que finalement en islam, on dit que les autres sont impurs. Je vais poser des questions sur le fait, puisqu'on dit que Dieu est amour, pourquoi est-ce que tout d'un coup, il devrait punir ceux qui ne croient pas, ceux qui ont une autre religion, alors d'autant plus que c'est lui qui les a créés aussi. Donc s'il ne veut pas de différence, pourquoi créer des gens différents finalement? Donc c'est toutes ces petites choses en fait qui vont faire qu'au fur et à mesure, je vais me poser énormément de questions. Alors, comme je vous le disais, donc, je vais aller dans une école catholique où là, je vais rencontrer énormément de personnes qui ne sont pas du tout minorité, on va dire, de Marocains. On sera 2 par classe, alors que là d'où je venais, c'était quasiment 27 élèves sur 30. On était tous d'origine maghrébine et musulmane. Donc là, ça va être complètement inversé. Et je serais assez étonnée de voir qu'il y a des gens, effectivement, d'autres jeunes, d'autres étudiants, des professeurs qui nous parleront d'amour, qui seront assez ouverts, qui vont me tendre la main aussi, puisque voilà, j'aurai des difficultés d'apprentissage scolaire et j'aurai des professeurs qui vont me proposer des cours, etc. Et donc finalement, je vais me dire, mais tout ce qu'on m'a raconté sur ces gens qui sont contre les musulmans, qui nous détestent, que, qui sont sales, qui sont impurs, etc. Donc tout ce qu'on m'aurait dit, tout ce que j'ai entendu finalement était faux. Et donc je vais commencer petit à petit à me détacher, à me poser des questions, à vouloir aller chercher par moi-même, à lire des ouvrages islamiques pour essayer de comprendre un peu tout ce corpus. Alors, je vais avoir des livres où je vous avoue que c'est vraiment récemment, depuis peut-être
dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, où je me rends compte que j'ai lu des ouvrages de Rani Ramadan, de Tariq Ramadan, etc. À cette époque-là, en fait, pour nous, c'était juste des musulmans, en fait. On ne faisait pas la différence entre toutes ces personnalités, on les connaissait pas. Puisque dans la communauté musulmane, à partir du moment où vous êtes musulman, on ne se pose pas la question à savoir si vous êtes frère, si vous êtes salafiste, etc. Hormis le fait que par la tenue, par la façon stricte d'appliquer l'islam, on dit bah, ça c'est plutôt quelqu'un qui est un conservateur, un fondamentaliste, mais il n'est pas vu négativement. Il est plutôt vu comme étant celui qui pratique l'islam d'une manière la plus rigoriste, mais dans le sens positif du terme, il le voit. C'est-à-dire c'est celui qui connaît l'islam, c'est celui qui la pratique le mieux. Et donc, vous allez avoir des familles qui disent, bah oui, soit on dit des ikhwan, pour dire frères, ou alors on dit, bah, ce sont des gens qui sont pieux. Et souvent, d'ailleurs, quand on en rencontre, la plupart des personnes, ils vous disent, ah, Inch'Allah, j'aimerais, un jour, j'arriverai à être comme lui aussi pieux. Donc, c'est vraiment vu comme étant positif. Donc, c'est vrai que quand vous avez des gens qui sont fondamentalistes et qui sont dans les mosquées, qui prêchent, etc., les musulmans qui vont dans ces mosquées, qui vont rencontrer ces gens-là, sont plutôt vus comme étant positifs, peu importe leur discours en fait. Et donc, si vous avez des gens qui ont des discours négatifs vis-à-vis des non-croyants et qui vont justifier ça par une lecture du Coran, disant c'est par la Sunna, c'est parce que dans le Coran il est marqué ceci, cela, mais les gens les croient, ils l'acceptent parce que c'est la parole divine, c'est la parole de Dieu. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez si tu as une autre question peut-être. Je pense que c'est Yana qui va te poser la question suivante. Oui, avant de la poser, je me permets quand même de te demander une précision. Tu as dit, quand tu as commencé à te présenter, que tu as pu sortir de l'endoctrinement, alors que tes frères et tes sœurs n'ont pas pu le faire. Euh, de quel endoctrinement est-ce que tu parles? C'est le climat familial? C'est la religion? C'est l'influence des autres? Alors c'est un tout, c'est-à-dire Mm. que c'est l'influence que ce soit au départ dans les mosquées, mais c'est aussi dans les familles. C'est-à-dire qu'à partir du moment, à Bruxelles, on a commencé à voir des mosquées pousser un peu partout, et la doctrine du wahhabisme, parce que bon, on sait que l'Arabie saoudite et le Qatar a beaucoup investi à Bruxelles dans les mosquées. Elles ont donné énormément de moyens pour construire et financer des lieux, des mosquées, soit en achetant des bâtiments, soit en donnant et en offrant énormément d'ouvrages salafis. Et du coup, bah, ça s'est propagé aussi bien dans les familles que par l'éducation que nous avons eue, soit au sein des familles, soit dans les écoles coraniques, soit par l'influence de nos camarades de classe, etc. Moi, je me souviens très bien que quand, par exemple, en primaire, donc, pour situer un petit peu, c'est 9-10 ans, quand les photos de classe, certains de mes camarades disaient surtout ne regardez pas l'appareil photo, c'est haram, c'est interdit. Et déjà à cette époque-là, dans les années 80, on nous donnait des injonctions, même entre camarades de classe, hein, aussi petits que nous étions. Donc c'était des influences aussi bien de nos camarades, des familles, que des mosquées, des chaînes satellitaires, etc., des ouvrages aussi. Alors, ce que nous avions aussi à Bruxelles, c'est que les référents en islam, ce qu'on appelait les islamologues et les experts en islam, dans les chaînes de télé belges de l'État, on invitait Tariq Ramadan, c'était le référent. Donc, on disait que c'était le théologien de référence, le représentant des musulmans. On avait aussi Yacoub Maï, qui est un frère musulman, qui est un ami aussi à Tariq Ramadan. Donc, c'était souvent eux qui étaient invités, ce qui fait que ça leur donnait une légitimité. Et donc, on les retrouvait dans les universités, etc. Donc, c'est vrai que à cette époque-là, comme la majorité des familles qui venaient en Belgique, c'était des gens qui venaient pour travailler, qui étaient plutôt ouvriers, puis après il y a eu le chômage, etc. Il n'y avait pas d'intellectuels. Et donc, c'est vrai que de voir des gens comme Tariq Ramadan ou comme Yacoub Maï et d'autres, des frères musulmans, ou fréristes, avec en tout cas une vision fondamentaliste, quelque part, il y avait une certaine admiration, c'est-à-dire qu'on ne les connaissait pas, on les voyait beaux parleurs, ils maîtrisaient la langue. Pour nous, il y avait une certaine fierté. C'est beaucoup plus tard, quand moi en tout cas, quand je lirai quelques ouvrages de Tariq Ramadan, je vais apercevoir certaines choses.
ce qu'on appelait le double langage, c'est-à-dire que quand on lit un discours, selon qui ça, si vous le lisez avec mon regard en tant que personne issue de famille musulmane maghrébine, je vais le lire d'une certaine manière, alors qu'une personne occidentale va le lire d'une autre manière. Et souvent, quand j'écoute, quand je peux entendre des discours comme chez Tarek Oubrou, Tarek Ramadan, etc., ben, voilà, par exemple, le terme réformateur. Tarek Ramadan avait parlé toujours de réformer l'islam. Et c'est vrai que nous, en tant que jeunes, on se disait, chouette, il va moderniser l'islam. Donc, il y aura un peu plus de liberté pour les femmes. Il va avoir une vision de l'islam adaptée à l'Europe, parce qu'il disait toujours, on va adapter l'islam à l'Europe, etc. Et donc, nous, on se disait, ben, chouette, il va la moderniser, on aura plus de liberté. Finalement, on aura autant de liberté que les femmes, que les Européennes. Et en fait, je vais me rendre compte petit à petit que c'est pas du tout ça. C'est pas cette vision qu'il a, le terme réformateur, c'était pas du tout dans cette vision-là. Et donc, c'est clair qu'à ce moment-là, je vais aussi prendre distance par rapport à tous ces personnages, même si je n'aurais pas vraiment conscience à quel point ça va être néfaste pour nous. Alors, c'est vrai qu'on les retrouve dans les universités aussi. Donc, il y a une autre légitimité universitaire. Donc, il est pas facile pour des jeunes comme nous qui étions à la recherche de nous situer d'une manière identitaire, puisque bon, c'est vrai que c'est souvent la communauté, on dit la communauté maghrébine, musulmane, les communautés juives, la communauté flamande, la communauté francophone, etc. On est belge, on n'est pas belge, donc toutes ces questions se posaient. Et comme je pense que c'est Yana, tu le disais là, très justement là tout à l'heure, c'est qu'il y avait dans les années 80-90 cette question de la nationalité. Moi, je me suis toujours sentie belge. J'ai appris très tardivement en fait que j'étais d'origine marocaine, parce qu'on n'en parlait pas tout simplement. Dans les familles, on ne parlait pas de nos trajectoires en fait migratoires. Donc pour moi, j'étais belge. Et quand j'ai appris que j'étais marocaine, à cette époque-là en tout cas, on avait encore la nationalité marocaine. Ben, je ne connaissais pas, et c'est vraiment en allant là-bas que j'ai vu la différence de traitement entre filles et garçons. Même si je le vivais au sein des familles ici, j'en avais pas conscience au point que quand j'étais au Maroc. Donc, puisque nous, on vient du Rif, donc du nord-est du Maroc, dans une région qui s'appelle Nador, et c'est une majorité de cette population-là qui est venue à Bruxelles. Et c'est une région du Rif très conservatrice, berbères, et qui sont beaucoup dans le trafic de drogue. D'ailleurs, Vermeeren, l'historien, en a parlé, le lien justement entre fondamentalisme et trafic de drogue, etc. Moi, j'ai eu 2 frères qui étaient des grands délinquants, qui vendaient de la drogue, qui étaient vraiment on va dire, dans tout ce grand banditisme. Donc, moi, j'ai vécu vraiment dans les quartiers, j'ai vécu tout ça, je l'ai vu. On savait tous ce que tout le monde faisait. Donc, on savait quelles étaient les personnes qui étaient des trafiquants, ce qu'ils faisaient, etc. Mais on ne le disait pas, puisqu'on vivait d'une manière assez clanique, en fait. On était des clans, on vivait entre nous, donc il ne fallait pas aller répéter, on ne pouvait pas, aller, si la police venait, qu'il y avait des faits, et que la police passait, demander, bah, tiens, est-ce que vous savez qui a fait ça, ben, forcément, nous, dans le groupe, on se taisait. Parce que d'abord, pour plusieurs raisons. D'abord, on ne balance pas quelqu'un qui vient du groupe, c'est la communauté en fait, hein, l'appartenance. Mais cette appartenance va aussi changer. C'est-à-dire que si au départ, c'est plutôt le groupe du RIF, ça va se transformer petit à petit, et grâce aux islamistes, si je peux parler ainsi, ça va devenir la Oumma, la communauté musulmane. Donc, l'identité passe plus du marocain belge, ça va devenir nous sommes des musulmans. Et donc, c'est comme ça qu'on va commencer à voir les choses. Donc, tout ce qu'on fera, c'est pour la Oumma, pour la communauté. Et donc, finalement, il y a la communauté, il y a les musulmans contre les autres. Et si on dit les choses, si on parle, ce que je vous dis là, maintenant, ce que je suis en train de partager avec vous, c'est considéré comme de la trahison. Parce que je vous dis finalement ce qui se vit à l'intérieur. Il y a toujours eu cette omerta. On nous a toujours dit, attention, ne répétez pas ce qui est dit ici. Donc, quand on nous disait, eux, c'est des porcs, c'est des sales juifs, etc., c'était des choses qu'on ne pouvait pas raconter à l'extérieur. Ça se disait entre nous, mais on ne pouvait pas aller le répertorier, le dire ou en parler à quelqu'un d'autre.
Et donc, on voit ça aussi, par exemple, si dans les écoles que nous avons, donc les écoles d'État chez nous, on peut dire que chez vous, ce seraient des écoles républicaines, mais chez nous, on a des cours de religion. On a les différentes religions et un cours de morale qui se retrouve dans notre cursus scolaire. Et selon votre religion, vous allez participer à un cours. Donc les musulmans ont cours de religion islamique, les personnes de confession juive abrahamique et ainsi de suite. Mais rien qu'avec ça, ce qu'on constate, c'est que dans la plupart des écoles, on voit qu'il y a énormément d'élèves dans les cours de religion islamique. Par contre, on voit de moins en moins de personnes de confession juive. Et d'ailleurs, ils ont disparu pendant enfin, on les voit quasiment plus, parce qu'il y a le fait est que ces jeunes se font agresser dans ces écoles. Il y a eu du harcèlement. Moi, j'ai assisté à différents moments, périodes de ma scolarité, du harcèlement vis-à-vis peut-être de la seule personne de confession juive qu'il y avait dans l'établissement ou dans ma classe. Et finalement, ils ne sont pas du tout aidés. Les professeurs, moi, à ma grande surprise, c'est que ni les professeurs ni la direction n'intervient. Et souvent, ce qui se passe, c'est que ces élèves, en fait, soit ils partent très tôt, au bout de 2-3 mois, soit au bout d'un an, ils quittent l'école et on ne les retrouve plus dans ces écoles de l'État, on les retrouve dans les écoles privées juives, où vous avez des militaires à l'extérieur avec des policiers pour assurer leur sécurité. Et ce qui était assez étrange, c'est que moi j'ai vu ça, ça fait depuis pas mal d'années que ça existe en Belgique, hein, déjà même dans les années 90, début 90. Et en fait, il y a un moment donné où je me suis dit, j'ai pris conscience que finalement, c'était devenu normal et banal. C'est-à-dire que voir des écoles comme ça, avec des militaires devant, on se pose même plus la question et de se dire, c'est pas normal qu'il y ait des enfants qui soient obligés d'être dans une école entre eux, et en plus avec une armée à l'extérieur qui sont obligés de les protéger parce que sinon ils seront violentés. C'est vrai que pour une personne de confession juive, dire qu'il est juif, se balader dans certains quartiers, c'est quasiment impossible. D'ailleurs, la plupart, on leur demande de ne pas avoir de signes sur eux, de ne pas avoir l'étoile de David, etc. Moi-même, je le déconseille parce que je sais que les répercussions vont être assez dramatiques. Merci beaucoup. Je précise juste pour tout le monde que si vous avez des questions, vous pouvez les adresser au chat et ensuite Thomas choisira les questions les plus pertinentes pour les poser à Fadila. Ça m'amène c'est justement la deuxième question. C'est une question qui porte sur la notion d'islamophobie. Tu as pu intervenir et c'est grâce à toi. On a pu continuer le colloque à la Sorbonne. Et ce colloque portait sur la reconstruction des sciences sociales. C'est-à-dire que nous avons parlé du wokisme. Et il y a beaucoup de gens qui disent que la critique du wokisme, c'est exactement la même chose que la critique de l'islam. Pourquoi? Parce que les woke disent qu'ils sont éveillés et qu'ils sont là pour défendre les opprimés. Or, la doxa de la gauche dit que l'islam, c'est la religion des opprimés. Et donc, la critique des woke, c'est en quelque sorte la critique de l'islam. C'est pourquoi on a vu apparaître ces banderoles non à l'islamophobie. Les syndicats de gauche qui étaient là, tu as pu les chasser par ton intervention qui a été filmée, mais qui n'a pas été diffusée par les médias. Et donc, justement, je voulais avoir ton avis, ton sentiment sur cette diversion, on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que cherchent ces gens qui brandissent les slogans qui parlent de l'islamophobie? Alors, tout d'abord, il y a, comme tu le dis, il y a ces jeunes de gauche, on va dire, puisque comme tu l'as très bien expliqué, il y a les premières vagues d'immigration de personnes du Maghreb, c'était des ouvriers. Ici, que ce soit en France ou en Belgique d'ailleurs, la gauche a toujours été présente pour les ouvriers, pour les prolétaires, etc. Et puis, tout d'un coup, on se rend compte que finalement, ceux qui seront plus amènes ou amenés à voter gauche, ce sont finalement les nouvelles vagues d'immigration. Et en Belgique, par exemple, les gens se sont battus, surtout les partis de gauche, se sont battus pour que les immigrés ou les personnes issues d'immigration puissent voter. Alors, si ils ont lutté pour ça, c'est expressément pour obtenir des voix électorales. D'ailleurs, dans la plupart des associations bruxelloises, belges, on a souvent dans les conseils d'administration des gens de partis de gauche.
ils achètent les personnes. On leur promet des postes, on leur promet des places, on leur donne, il y a des pots de vin, voilà, c'est souvent lié de cette manière-là. Et donc, forcément, il y a ceux qui se sont rapprochés, on va dire, de la gauche et ceux qui en ont profité dans ces quartiers, ce sont les islamistes qui étaient bien présents, qui sont actifs. Parce que, quelque part, vous avez les musulmans globalement qui vont vivre leur religion, mais qui vont s'occuper, qui vont travailler pour certains, d'autres, voilà, ils vivent leur vie. Et puis, vous avez les islamistes qui, eux, sont bien structurés, qui reçoivent des moyens et qui vont rentrer en contact avec les politiques en disant évidemment, si vous nous donnez les moyens, si vous nous donnez des postes, si vous nous octroyez ceci, cela, donc voilà, des passe-droits, ben nous, on va faire en sorte que les gens vont voter pour vous. Et c'est de cette manière-là, en fait, que nous avons des associations où vous avez des jeunes issus de l'immigration musulmane, endoctrinés, qui vont avoir des postes clés et donc qui vont avoir une mainmise sur le quartier, qui vont surveiller les faits et gestes des filles, des garçons. Donc, dans des associations, par exemple, qui sont censées aider les populations les plus fragilisées, euh, on va avoir des structures, des associations qui vont accueillir pour la majorité des garçons avec des activités sportives, pardon, des activités, mais surtout centrées sur les garçons, alors que les filles seront plutôt chez elles à la maison. C'est vraiment depuis les dans les fins des années 90, début 2000, qu'on va voir vraiment aussi des structures pour les filles. Mais sinon, à la base, c'est surtout pour les garçons. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des émeutes. Et donc, à un moment donné, les politiques vont dire: ah bah tiens, il faut faire quelque chose par rapport à ça. Et les islamistes vont venir en sauveur en disant: nous, on peut les contrôler. Donnez-nous les moyens et on vous les contrôle. Et donc, il y a eu comme ça une espèce d'accord entre la gauche et les islamistes. Euh, la gauche qui a créé, qui a mené ces accords avec les islamistes ne sont pas forcément au courant en réalité. Ne se sont pas intéressés sur ce qu'est l'islam, ne savent pas du tout de quoi il s'agissait, etc. Mais pour eux, à partir du moment où ça permet de calmer, ça permet d'avoir des votes, ça leur assure quelque part leur pouvoir, bah finalement, ils les laissent faire comme ils veulent. Et c'est comme ça qu'on a vu des islamistes avec avec une stratégie derrière, qui ont commencé à introduire de plus en plus la victimisation avec des groupes comme SOS Racisme. On a des associations de lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui, à la base, ont été créées par des personnes de confession juive suite à la Seconde Guerre mondiale, qui petit à petit, on va voir des islamistes qui vont noyauter ces structures et donc vont tout d'un coup plus se centrer sur la victimisation des personnes issues de l'immigration et notamment la communauté musulmane. Et finalement, on va voir progressivement que l'antisémitisme, le terme antisémitisme, pardon, va passer à la trappe. Et donc, quand ces associations vont aller donner des formations dans les écoles, dans des associations, dans des structures, on ne parlera systématiquement que du racisme vis-à-vis des personnes, des jeunes issus ou des familles issues de l'immigration, mais on ne parlera pas du racisme qui va dans l'autre sens, c'est-à-dire des personnes issues de l'immigration qui sont racistes vis-à-vis des belgo-belges, par exemple, ou français. L'antisémitisme, on n'en parle plus, et ainsi de suite. Et donc, finalement, on crée cette espèce de victimisation, et le terme islamophobie va être aussi créé pour, évidemment, éviter toute critique de l'islam ou de l'islamisme. Et c'est vraiment une stratégie, on va dire, islamiste, tous ces concepts-là, et cette victimisation, alors que concrètement, quand on regarde les faits, et d'ailleurs dans l'événement dont tu as parlé à la Sorbonne, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ces personnes-là ont brandi, ils avaient une banderole avec Stop à l'islamophobie, etc. Et c'est le fait de les contredire par rapport à ces discours. On leur dit, bah, ok, mais dites-moi quels sont les actes islamophobes, quels sont les attentats contre les musulmans, quel est l'attentat qui a eu lieu contre les musulmans, citez-moi-en une.
Et par contre, les attentats contre justement des musulmans vis-à-vis des non-croyants, combien est-ce qu'il y en a eu, ne serait-ce que ces 10 dernières années? Et c'est là où il y a vraiment, où ils sont plus capables de répondre. Alors, ils essayent évidemment après de retrouver une autre rhétorique. Et à ce moment-là, justement, dans ce moment-là, on a essayé de me faire porter, de me considérer comme homophobe. C'est-à-dire que plutôt que comme le terme racisme ne fonctionnait pas, puisque je leur ai dit, bah, je suis d'origine marocaine, je ne suis pas raciste. On me dit, oui, mais alors vous êtes homophobe. Je dis, bah non, je ne suis pas homophobe, je suis moi-même homosexuel. Et là, ça a complètement coupé court, en fait, leur discours. Ils n'ont plus su répondre. Et en fait, ils ont un espèce de mantra et de discours qu'ils citent constamment. C'est toujours le même. Et à partir du moment où ils sont face à quelqu'un qui, justement, est lui-même, soit voilà, musulman et qu'il dénonce justement l'islamisme, etc., ils ne savent plus quoi répondre. Parce que c'est vraiment une idéologie, en fait. C'est pas basé sur une réflexion, sur des choses qui sont des faits réels, qui se basent sur des études, mais vraiment sur une idéologie. Et je pense que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ils ne savent plus répondre. Alors c'est vrai que là, on voyait aussi, c'est que à partir du moment où vous avez ce groupe de jeunes issus de la gauche, voire de l'extrême gauche, et qu'ils étaient en difficulté face à quelqu'un qu'ils appellent racisé, face à quelqu'un qui est d'origine, on va dire, maghrébine et qui se définit comme musulmane et qui se définit comme ceci, là, ils ne savaient plus quoi dire. Ben là apparaît, comme par hasard et comme par enchantement, un islamiste, des militants islamistes, femmes voilées, hommes barbus, etc., enfin avec toute la guerre, qui eux viennent à leur secours. Et c'est là où on comprend en fait qu'il y a toute une stratégie derrière, en réalité, et que finalement, ensemble, ils essayent de contrecarrer finalement les discours qui sont en face, mais toujours basés uniquement sur de l'idéologie et sur un discours construit euh, contre la science, puisque bah, là, notamment, ils viennent avec aucun fait. Logiquement, quand il y a un colloque ou une conférence, on assiste d'abord à une conférence, on assiste à un colloque, on se fait ensuite une idée, on écoute, et puis on critique, et ensuite on se fait une idée, on argumente. Et ici, il n'y a pas d'argumentation, c'est juste des slogans en fait qui sont dites à ceux qui veulent bien l'entendre. Merci beaucoup. Liliane? Merci. Alors moi, je voudrais te poser une question vue en miroir, si tu veux. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses de l'intersectionnalité des luttes, et particulièrement, mais vue du côté des idiots utiles, on va dire, celle qui rassemble les LGTB et les islamistes, parce que par exemple, après la dissolution du CCIF en France, certaines associations ont ouvertement exprimé leur soutien à ce collectif qui promeut entre autres l'homophobie. Donc à quoi rime, comment est-ce que peuvent être convaincus des homosexuels de lutter pour installer des organisations homophobes, mais qui le prouvent par l'acte, pas seulement par la parole? Mais en fait, nous sommes en face de gens qui sont très structurés chez les islamistes et qui sont très intelligents, qui sont brillants contrairement à ce qu'on peut penser, qui ne sont pas du tout idiots, qui ont bien compris le fonctionnement, qui ont eu le temps d'étudier le fonctionnement de l'Europe, des Occidentaux, qui connaissent très bien les lois, qui connaissent les ficelles, qui ont, comme je le disais, ont noyauté la plupart des associations. Donc, ils connaissent les ficelles pour obtenir des subventions, le langage, ils se l'approprient et ils retournent tout ça. Et dans ces associations, justement, LGBT, c'est exactement ce qui s'est passé aussi. C'est-à-dire que vous avez des gens qui font partie d'associations de lutte contre le racisme, de lutte contre l'homophobie, etc. Ils vont noyauter ces structures, vont faire croire qu'ils vont lutter contre l'homophobie aussi, qu'ils sont contre l'homophobie. Et finalement, tous ces groupes LGBT vont se réunir avec eux pour faire des revendications. Mais ils ne se rendent pas compte, en fait, de ce double discours. C'est-à-dire que tout le discours dont je vous ai parlé, le fait que les choses ne sont pas dites ouvertement. C'est-à-dire quand vous avez un islamiste qui va rentrer dans un groupe, dans une association, il ne va pas venir en disant nous, notre objectif, c'est d'assassiner tous les homosexuels. Ce n'est pas ce qu'il va dire, évidemment. Il dira bah oui, nous, on est avec vous, on est d'accord, on comprend votre combat. D'ailleurs, nous-mêmes, on combat, on combat l'islamophobie.
Et c'est comme ça que finalement, ils vont essayer de rallier, c'est faire des alliances momentanées. Mais évidemment, ces iso-utiles, ils ne se rendent pas compte qu'à long terme, à moyen ou à long terme, les islamistes, ce qu'ils veulent, c'est rassembler pour ensuite, après, exterminer tout ce qui n'aura pas, tout ce qui n'aura pas le même, qui n'épousera pas la façon de penser islamiste, puisque l'objectif d'un islamiste, c'est d'arriver à ce qu'il y ait un califat, à ce que le monde devienne musulman. Donc, peu importe la manière dont ils veulent y arriver, ils vont utiliser toutes les stratégies. Mais de l'autre côté, vous avez évidemment ce qu'on appelle les idiots utiles, que ce soit la communauté LGBT, etc., qui vous diront, mais non, ce sont des gens qui luttent aussi contre l'homophobie, etc. D'ailleurs, regardez, moi, je connais un tel qui est super sympa, mais ils ne se rendent pas compte que ce un tel est un islamiste. Mais comme il a été prendre un verre avec lui, comme il l'a invité chez lui, qu'il a pu lui partager un thé, etc., on va dire, bah, il n'est pas homophobe, donc c'est tout à fait, voilà, il est. Et puis, vous avez aussi l'autre chose, c'est que les personnes issues de l'immigration, il y a une espèce de déni. Il y a au sein des familles maghrébines, il y a énormément de violence depuis enfant. Et il y a une espèce de déni. D'ailleurs, si vous parlez avec des personnes issues de l'immigration, souvent on dit: «Ah, mes parents ont été formidables». On n'entend jamais des enfants témoigner en fait de la violence intrafamiliale. Pourtant, elles existent bel et bien. Moi, j'étais travailleuse sociale depuis plus de 20 ans. Je suis issue de cette communauté, donc j'ai bien vu les violences aussi au sein des familles, des autres familles, mais aussi de la mienne. Il y a une violence qui est énorme, mais il y a aussi un déni plus tard, c'est-à-dire on ne peut pas, puisqu'on nous apprend à ne jamais remettre en question nos parents. C'est de l'ordre du sacré quasiment. Peu importe ce qu'ils vous aient fait, vous devez leur pardonner. C'est Dieu que de toute façon qui punit. Donc, on va toujours dire du bien de nos familles. Et donc, finalement, il y a un déni, en fait. Et donc, même si vous avez des personnes ici d'immigration qui sont homosexuelles, ils ne parleront pas forcément de l'homophobie, ou ils ne le diront pas d'une manière ouverte. Et donc, même quand ils sont dans des structures, on va dire LGBT, ils vont dire oui, mais nous, voilà, en fait, on vend ce côté exotique du Maghreb ou de la communauté. C'est-à-dire que on va parler du hammam, ils vont parler voilà du hammam, comment c'est agréable, comment voilà. C'est vraiment mettre le côté Laurence d'Arabie, si on peut voilà, si on l'imaginaire qui va vraiment bien, qui vous fera parler. Donc on voit plutôt le côté positif et finalement on balaye tout le côté négatif. Et c'est quelque chose finalement qui reste tabou. Et je pense que c'est vraiment le gros problème aussi que nous avons chez les musulmans, c'est que on parle pas de ce qui ne va pas, il y a un vrai déni, et plutôt que d'être autocritique, on va plutôt rejeter la faute sur les autres. Et donc c'est comme ça que vous allez avoir des jeunes qui sont en colère parce qu'ils ont vécu des traumatismes au sein de leur famille, au sein de la communauté, plutôt que de remettre en question ce qui s'est passé à l'intérieur, on va remettre la faute sur l'autre, sur celui qu'on ne connaît pas, sur le belge, sur le français, sur le juif, etc. Donc on ne va pas se poser des questions et dire ben non, il y a quelque chose qui n'est pas qui n'est pas normal au sein de ma communauté. Il y a cette violence qu'il faut absolument dénoncer. Merci. Question suivante, on continue sur la propagande islamiste et on sait très bien que la place centrale dans cette propagande est occupée par le conflit israélo-arabe, qu'on appelle israélo-palestinien. Et quelle est ton analyse de cette mise en avant d'un conflit très éloigné de nos pays, de la France et de la Belgique? Alors, moi, de mon expérience, il y a deux choses. Il y a d'abord le fait qu'il y a un antisémitisme chez la plupart, enfin une grosse majorité quand même des musulmans, que ce soit en France ou en Belgique, qui est là et on peut pas on peut vraiment pas le nier, il ne faut pas le nier. D'un autre côté, on a des gens de gauche ou d'extrême gauche euh, qui quelque part cachent leur antisémitisme en fait en utilisant justement le conflit israélo-palestinien. Et c'est pareil pour les islamistes, c'est-à-dire que ils ont très bien compris aussi qu'il y a un risque parce que bon, bah, c'est puni par la loi l'antisémitisme, donc on ne peut plus tenir des propos antisémites. On sait aussi que s'ils veulent obtenir des subventions, on essaye de devenir amis avec des personnes, avec des groupes, des associations juives, pour dire, ben, vous voyez, parce qu'ils font aussi un parallèle, utiliser l'antisémitisme
pour créer le terme islamophobie, pour dire ben, finalement, nous, on est les juifs finalement des années 30, c'est ce qu'ont vécu les juifs dans les années 30-40, ben, c'est ce qu'on vit à l'heure actuelle. Et donc, ils utilisent en fait, c'est vraiment pour l'utiliser, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas antisémites. Et donc, c'est vrai que le conflit israélo-palestinien, quelque part, c'est une autre manière pour être antisémite. Et donc, bah, voilà, vous voyez ce qui se passe, c'est un sioniste. Celui-là est un sioniste. C'est tout simplement une autre manière de dire c'est un juif, en fait. C'est la même chose. Je crois que est-ce que je peux te demander de raconter comment se passaient les cours où tu as appris l'existence de ce conflit à l'école? À l'école, mais c'était un professeur d'histoire en fait en secondaire qui nous parlait du conflit israélo-palestinien et il nous expliquait en fait tout simplement, il nous expliquait un peu le conflit israélien, mais à sa manière en fait, avec l'histoire que lui en a fait. Donc en lui disant, ben vous voyez, vos frères arabes, alors que déjà il faut savoir que nous on vient du Maroc pour la majorité on était marocains d'origine, en plus berbères, donc pas du tout arabes. Et là, lui, il nous parle de attention, regardez, vos frères arabes se font massacrer par des Israéliens qui volent les terres des Palestiniens, etc. Donc, c'est vrai que quand il nous a dit ça, déjà, moi, je ne comprenais pas trop parce que le terme, d'abord, vos frères arabes, on était conscient qu'on était berbères parce qu'il faut savoir que au Maroc, il y a un conflit comme en Belgique entre flamands et francophones, entre les Arabes et les Berbères. Euh, pour un peu expliquer, c'est comme si vous avez en France deux personnes, l'un parle anglais, l'autre parle français. C'est pas du tout la même langue. Et donc, nous dire, bah, vos frères arabes, moi, je ne comprenais pas trop, et les autres aussi, parce qu'on se disait finalement, mais non, on est berbères, surtout qu'en plus, les berbères revendiquent le fait d'être berbères. Donc, dire, ah, bah, c'est arabe, c'était très mal vu. Mais lui disait, bah, attention, regardez, ça, ce sont vos frères arabes, ils se font massacrer par des Israéliens, on leur vole, on leur vole leurs terres, etc. Vous devez vous mobiliser. Et puis, il y a aussi le discours mélangé à ça, le discours des islamistes, qui aussi reprennent tout ça. Et donc, vous nous dire, regardez, nos frères musulmans se font massacrer par les juifs, se font massacrer par Israël, ces juifs, et ainsi de suite. Donc, forcément, quand ça vient des deux côtés, aussi bien, on va dire, des belgo-belges ou des Français de souche, et des gens musulmans issus de votre communauté, bah, vous vous dites quelque part, ça ne peut être que vrai. Voyez, et donc, et c'est là où ça, finalement, ça petit à petit, ça a été pris comme acquis. Du coup, bah, maintenant, quand on parle du conflit israélo-palestinien, c'est une autre manière d'être antisémite. Et comment toi, tu as pu sortir de cet endoctrinement qu'on voit partout? Comment tu t'es rendu compte que c'était pas vrai, puisque ça avait l'air d'être vrai? Ben, disons que je me suis posé aussi des questions en me disant, bah, tiens, comment se fait-il, d'abord en voyant un peu, en fouillant un petit peu et en voyant comment ça se vit en Israël, etc., je voyais que en Israël, on avait des personnes palestiniennes qui vivaient en Israël, à Jérusalem, à Tel Aviv, etc. Il y a des personnes arabes qui travaillent, etc. Côté palestinien, je me suis dit, tiens, c'est bizarre d'abord. Comment se fait-il que de l'autre côté, il y a un accueil, mais pas dans le sens inverse. On voit aussi, je me disais, mais tiens, mais comment se fait-il qu'ils reçoivent des subventions de l'Europe? Où vont ces subventions? Pourquoi est-ce qu'ils ne créent pas des écoles? Pourquoi est-ce qu'ils ne se structurent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne créent pas plus d'hôpitaux, etc. Le fait de vouloir aussi d'être tout le temps en guerre. Et puis le discours aussi de dire qu'on n'arrivera à bout que quand il n'y aura plus de juifs qui existent en Israël. C'est là où moi je me dis, mais moi je suis pour la reconnaissance de deux États, Israël-Palestine. Mais je ne suis pas pour, évidemment, qu'il y ait une extermination d'un côté ou d'un autre, mais je vois évidemment que du côté, on va dire, le discours chez les musulmans, c'est toujours le même, c'est-à-dire dire, il faut l'extermination des juifs, il faut que l'Israël n'existe plus, il faut que ceci, il faut ça, c'est un État uniquement palestinien. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, mais il y a quand même quelque chose de pas juste, en fait, dans ce discours. Il y a un discours de haine. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à remettre en question la manière de penser. Et puis au sein de ma famille, j'ai eu, même si bon, mon père n'était pas sur tous les plans parfait,
Loin de là même, il y avait vraiment énormément de problèmes. Mais sur ces questions-là, il m'amenait quand même à me poser aussi des questions. C'est-à-dire qu'il disait, ben, ouais, on critique Israël, mais franchement, regarde, quel est le pays arabe qui est démocratique? Qu'est-ce qu'ils ont fait quand on regarde l'État d'Algérie en 60 ans? Qu'est-ce qu'ils ont réalisé après l'indépendance? Quand on regarde la Palestine, tu as vu l'État, finalement, c'est un État corrompu où les gens, tout l'argent qu'ils reçoivent, finalement, ils se le mettent dans leur poche et le peuple palestinien crève. Et c'est là où je me suis dit, bah, au fond, il a pas tort. Comment se fait-il qu'il ne se structure pas? Il n'y a pas quelque chose qui émane de positif? Pourquoi finalement tout le temps être en guerre contre l'autre? Et c'est toujours aussi, encore une fois, cette question de victimisation. C'est toujours la faute de l'autre, mais il n'y a pas de remise en question. Il n'y a pas cette possibilité de se dire, je peux être mon propre, créer quelque chose pour moi là où je suis. Alors, je ne dis pas, c'est vrai que la politique est assez compliquée. On peut ne pas être d'accord avec une politique à un moment donné, mais on ne peut pas non plus mettre tout le monde dans le même sac. Là aussi, le fait de dire qu'il faut boycotter Israël, et ici là, en Belgique, c'est souvent ça, c'est on va boycotter Israël, il faut couper tout dialogue avec Israël, etc. C'est une manière aussi une manière, pour moi en tout cas, je le vois de cette manière-là, c'est un discours pour moi antisémite. Parce que pourquoi viser ce pays-là? Alors qu'il y a tant d'autres qu'on pourrait aussi dire, bah, pourquoi ne pas boycotter l'Arabie Saoudite? Pourquoi ne pas boycotter le Qatar? Pourquoi ne pas boycotter d'autres pays qui posent problème? Pourquoi juste Israël? Et Israël, c'est aussi une population avec des idées diverses. Il y a, comme dans n'importe quel pays, des gens qui sont plutôt ultra-orthodoxes, il y en a d'autres qui sont plutôt ouverts sur le monde extérieur, qui sont plutôt démocrates et ainsi de suite. Donc pourquoi mettre tout le monde dans le même panier? Et c'est là où ça commençait, je me suis dit, là, il y a quand même quelque chose d'injuste et je voulais surtout attirer l'attention au sein de la communauté maghrébine, de dire attention, arrêtez d'être tout le temps dans cette victimisation, ayez plutôt un discours constructif et arrêtez d'être aussi dans un discours de haine et de rejet de l'autre. Merci. Et justement, alors moi, ça me donne envie de te poser une question, c'est qu'est-ce que tu penses de l'expression vivre ensemble, qu'elle soit appliquée à la France ou à la Belgique? Qui sont ceux qu'on veut voir vivre ensemble? Qui sont ceux qui s'y opposent? Et est-ce qu'il est juste de préférer ménager la susceptibilité des musulmans plutôt que de protéger la vie des juifs à travers ce vivre ensemble? Alors d'abord, pour moi, c'est clair que les termes vivre ensemble, diversité, etc., pour moi, c'est des termes qui ont été galvaudés, même si au départ, ils ont une bonne connotation positive. Pour moi, ça ne veut plus rien dire. Quand on parle de diversité, pour moi, on parle clairement d'une catégorie de personnes. Et ici, notamment, surtout des musulmans. Quand on parle du vivre ensemble, c'est toujours à sens unique. C'est-à-dire, il faut que tous ceux qui ne sont pas musulmans doivent être accueillants vis-à-vis des musulmans, vis-à-vis du migrant, etc. Mais l'inverse, on ne le pose pas. Donc, moi, je suis très méfiante quand on utilise ces termes-là. Euh, Moi, je parlerais plutôt, euh, on a des lois, que ce soit en France ou en Belgique. Ces lois, elles sont applicables pour tous, quel que soit. On a cette chance de vivre en Europe. On a dans des pays démocratiques où certes c'est pas parfait, il y a des choses à revoir, etc. Mais on a cette chance où les lois, le droit est applicable pour tout le monde. Quand on vit une discrimination, nous avons des lois qui nous défendent contre les discriminations vécues. On n'a pas besoin d'avoir d'autres termes qui sont inventés comme l'islamophobie, etc. Puisque on a déjà des lois qui existent. On ne peut pas non plus, quand tu me dis justement par rapport à essayer de veiller à la susceptibilité, etc. Moi, je pense que la loi doit être appliquée, doit être la même pour tous. Et il n'y a pas à favoriser une catégorie de personnes, une communauté. La réalité, c'est qu'à l'heure actuelle, les personnes de confession juive sont plus menacées. Ça, c'est vérifiable par des faits et par des études qui ont été menées. Il y a des gens qui ont fait des études là-dessus et on a bien remarqué que l'antisémitisme existe, qu'il est en constante progression, alors que des actes ou des propos contre les musulmans stagnent depuis plusieurs années. Il n'y a pas une augmentation des actes anti-musulmans, alors qu'on pourrait très bien se dire, bah tiens, dans des pays qui ont connu des attentats
qui ont connu de la part justement d'islamistes, on pourrait se dire ben, la population va faire un amalgame, va appeler à finalement à avoir de la haine vis-à-vis des musulmans. Et or, c'est le contraire qui s'est produit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu des discours en disant attention, tous les musulmans ne sont pas pareils, faire bien la distinction entre islamistes et musulmans, etc. Donc, c'est complètement l'inverse qui s'est produit. Par contre, là où il y a eu ces peurs qui ont commencé à être mises en place auprès de la population musulmane, ce sont par des associations comme le CCIF, à l'époque qui est maintenant devenu CCIE, et qui sont venus à s'installer en Belgique. Ce sont toutes ces associations islamistes qui vont dans les mosquées même, ou dans des groupes de femmes, pour les femmes qui endoctrinent les femmes, que ce soit en France ou en Belgique, on leur dit « vous êtes menacés ». On n'arrête pas de leur dire qu'ils sont menacés, et que d'ailleurs, on n'arrête pas, regardez ce qui s'est passé avec le CCIF, la preuve en est que la France est d'une manière systémique et raciste et islamophobe. On a des professeurs d'université islamo-gauchistes qui disent que finalement l'islamisme n'existe pas et qu'il y a une islamophobie d'État, et qui soutiennent justement des associations islamistes. Et donc c'est par ce biais-là finalement qui fait que les populations elles-mêmes musulmanes pensent qu'elles sont réellement en danger. Et je pense qu'elles sont vraiment sincères. Mais le fait est que certaines parties de gauche, ou que certains médias en parlent très souvent, le mettent en avant, et on sait qu'il y a énormément de journalistes à l'heure actuelle, il y a certains médias qui de plus en plus défendent cette idée-là, mais finalement, les gens se disent, ben oui, finalement, c'est vrai ce qu'ils disent. Il y a vraiment une islamophobie en Europe qui est en train d'augmenter. Est-ce que tu pourrais raconter, si ça ne t'ennuie pas, ce que tu as vécu toi avec tes frères quand tu as essayé justement de dire à haute voix ce que tu pensais et d'être toi-même tout simplement? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu veux bien le dire ou Ben, alors? disons que déjà, le discours, les critiques, ne serait-ce que critiquer, remettre en question, ou essayer d'être dans un débat, que ce soit au sein d'une famille ou au sein de la communauté, mais ici, c'est vrai que même avec mes frères et sœurs, le débat est impossible, parce que toute la vérité vient du Coran. Donc, quoi que vous avanciez comme argumentation, la seule science, c'est celle qui est du Coran, de la Sunna, de la religion musulmane. Donc, si vous venez avec des arguments d'études, ça ne prend pas en fait. On ne l'accepte pas, puisque la seule science, c'est le Coran. Tout est écrit dedans, toute la science est écrite dedans, donc ils ne veulent pas voir autre chose. Donc, quand vous venez avec des arguments, ou quand vous venez avec une logique, ils la rejettent. C'est pareil aussi dans les lieux d'endoctrinement. Quand j'ai fait mon master en anthropologie, j'ai voulu travailler justement sur l'islamisme, l'endoctrinement des femmes musulmanes, soit dans les mosquées, mais aussi dans des lieux fréquentés que par les femmes musulmanes. Et c'est aussi le même discours, c'est-à-dire que quand on parle de science, j'ai été confrontée à ça. Il y a un moment où une des apprenantes, ou l'une des professeurs, disent « Ah, lisez tel verset, et d'ailleurs tel scientifique a dit que ». Dans ma tête, moi, dans ma façon de penser, vu que j'étais universitaire, pour moi, un scientifique, ça va être quelqu'un qui a suivi des études universitaires, hein, qui a une spécialité en histoire, en anthropologie, en sociologie, etc. Et moi, alors je lui disais, bah, tiens, il a fait quelles études, quelle est sa spécialité? Et on me regardait, mais bizarrement, genre, avec quoi toi tu viens? Et on me disait, mais non, non, mais attends, non, toi tu parles des sciences occidentales là, mais ça c'est pas la science. Moi je te parle de la vraie science, celle de l'islam. Et c'est là où on se rend compte en fait qu'on parle pas de on parle pas de la même, on parle pas de la même chose. Et à partir du moment où ils te disent c'est tel scientifique qui l'a dit, tu ne peux que l'accepter et tu ne peux jamais remettre en question. Il n'y a pas de remise en question possible. Et donc toutes les personnes sont amenées à penser de cette manière-là. Alors vous avez aussi des femmes ou des hommes qui sortent de l'université. On pourrait se dire, bah, comme ils ont eu un cursus universitaire, forcément ils vont avoir une vision aussi des sciences exactes, de la sociologie, etc.
Mais on se rend compte que même s'ils vont suivre des études, ça ne veut pas dire qu'ils vont accepter les théories ou discuter des scientifiques comme nous on le voit, académiques. Ce sera toujours les prêches, ça va être toujours ce qu'ils appellent les scientifiques, ce sont les cheikhs, etc., qui ont étudié les lois islamiques, la jurisprudence, les dogmes, etc. Pour eux, c'est eux les scientifiques et rien d'autre. Et donc, quand un de leurs scientifiques dit ça c'est haram, ça vous pouvez, ça vous ne pouvez pas, ben c'est juste ça et vous ne pouvez pas sortir de ça. Et alors, quand on est une apostate homosexuelle, comment on vit dans un monde musulman? Alors d'abord, on sait qu'il y a une condamnation à mort, hein. Je veux dire, les apostats, les homosexuels, c'est condamnation à mort. Il n'y a pas de discussion possible là-dessus. Après, vous n'êtes pas forcément un vrai ou une vraie apostat. Le fait juste de dire que vous n'êtes pas d'accord, même si vous vous considérez comme musulman, ben pour eux, le fait est que si vous n'êtes pas d'accord, on va vous discréditer auprès des autres musulmans en disant vous êtes un apostat parce que vous ne pratiquez pas l'islam comme il se doit. Vous êtes dans la bid'a, vous êtes dans l'innovation, etc. C'est comme ça que les autres courants islamiques sont rejetés. Donc, quand vous avez les sunnites qui sont majoritaires en Europe et dans les pays du Maghreb, etc., ben, on va dire que, par exemple, les chiites, ils ne sont pas considérés comme musulmans pour eux. Donc, quelque part, voilà, mais bon, là, on ne parle même pas d'apostat, là, on parle du fait pour eux, ce n'est pas des musulmans de toute façon, puisque le vrai islam, c'est ce qu'eux pratiquent, c'est le sunnisme. Et donc, quand vous avez des apostats, c'est soit il dit ouvertement, je rejette, je ne crois plus en Dieu, et donc je ne suis plus musulman, ou je me convertis au christianisme, au judaïsme, etc. Donc, ils seront considérés comme étant des apostats et donc forcément condamnables à mort parce que c'est insupportable. Alors, pourquoi est-ce que c'est insupportable? Parce que le fait que si ouvertement vous dites ça, vous risquez d'influencer les autres musulmans. Et ça, pour eux, en fait, c'est de ça dont ils ont peur. C'est l'influence qu'on pourrait avoir, l'impact qu'on pourrait avoir. Et donc, ils vont semer la terreur en exécutant pour que plus personne n'oserait sortir de l'islam. Et d'ailleurs, il y avait eu des attentats contre toi, contre ta vie. Ben, en fait, d'ailleurs, parce que, enfin, il y a eu plusieurs choses. Le fait d'abord d'oser dire, d'expliquer l'islamisme, de montrer ce qui se passe en Belgique ouvertement, puisque nous, à Bruxelles, on est un peu plus loin que vous, malheureusement, en France, ou heureusement pour vous que vous n'êtes pas encore à ce point-là. Mais en Belgique, en tout cas, l'islamisme a toujours eu les portes grandes ouvertes. Il n'y a personne qui s'est mis devant front contre eux pour leur dire bah, stop, maintenant ça suffit, l'islamisme ne passe plus. Au contraire, même après les attentats, il y a eu un silence par rapport à tout ça. Bien au contraire, c'est plutôt justement les frères musulmans qui sont venus au secours, on va dire, des politiques en disant nous sommes la solution contre les attentats. Donc ils ont reçu les subventions pour lutter contre le radicalisme, pour déradicaliser. Et donc, vous avez des luttes contre le radicalisme les cours sont donnés ou les formations sont données par des personnes radicalisées, par des islamistes, hein, par des gens issus, enfin, frères musulmans, etc. Et puis, de l'autre côté, vous avez donc tout, tout, tout ce qui concerne la lutte contre le racisme. Si, par exemple, vous avez des personnes qui ne sont pas musulmans, qui subissent des discriminations, ils vont demander au secours à des structures qui luttent contre justement les discriminations. Et ces structures-là vont venir donner une formation en disant, si vous voulez ne plus subir de discrimination de la part de certains fondamentalistes, alors vous devez lutter contre le racisme. Éviter de les stigmatiser, éviter de les voir comme étant des étrangers, donnez-leur leur place, etc. Et à ce moment-là, vous verrez qu'il y aura un vivre ensemble. Donc finalement, vous avez en face de vous des gens qui demandent de l'aide parce qu'ils sont discriminés, parce qu'ils ne sont pas musulmans. Et en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous dit « mais c'est normal, c'est parce que vous êtes en réalité raciste ». Mais si vous changez votre façon de voir les choses, que vous n'êtes pas raciste, que vous acceptez que votre collègue prie à son lieu de travail, et si vous évitez de boire devant lui, manger devant lui pendant le ramadan, etc., bah à ce moment-là, vous verrez qu'il n'y aura plus de problème.
Et c'est comme ça qu'on résout les choses en Belgique. Et donc, le fait que moi, je viens avec un autre discours en disant, ben, attendez, non, là, il y a un problème. Un vivre ensemble, ça va dans les deux sens. Il faut respecter les autres personnes qui ne sont pas croyantes ou qui sont d'une autre religion. Le fait de pointer du doigt justement ces structures ou ces personnes islamistes fait que il y a très peu de gens qui le font. Et donc, ça a commencé par de l'intimidation. Pour finir, comme ils ont vu que ça commence à prendre forme et que je suis de plus en plus suivie en Belgique, bah, du coup, on va un peu plus loin. On va par des intimidations, par des menaces de mort, par une pression familiale. On a été jusqu'à appeler ma famille pour dire attention, ce que votre fille fait, etc. Donc, ma famille a essayé de me convaincre en me disant attention, ce que tu dis, tu dis des choses contre les musulmans, etc. Donc, même si en leur expliquant que non, je ne vise pas les musulmans, mais les islamistes, etc. Et là-dessus, bah, j'ai eu, par exemple, ma mère qui m'a dit mais ils vont venir t'égorger. Ils vont venir t'égorger, ils vont venir te tuer. Donc arrête avec ce que tu es en train de faire. Alors voilà, et petit à petit, et puis alors le summum évidemment par la suite, c'est quand il y a eu le conflit israélo-palestinien justement, il y a eu des appels, des propos antisémites lors de manifestations pro-palestiniennes et aussi de femmes politiques, de la coprésidente d'un parti des Verts à Bruxelles notamment, qui a tenu aussi des propos antisémites. Et donc, moi, j'ai été devant l'ambassade, puisqu'il y a eu aussi une manifestation devant l'ambassade d'Israël. Donc, j'y ai été. Et là, en fait, des personnes qui me connaissaient, qui me suivent sur Facebook, en fait, ont voulu prendre des photos avec moi. Et donc, moi, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. Ils étaient avec des drapeaux israéliens. Donc, j'en ai pris un pour bien montrer que, bah, qu'on n'allait pas brûler en enfer si on touche. Parce que ça aussi, hein, c'est psychologique aussi. Hein. C'est qu'on est tellement endoctriné que ne serait-ce que toucher le drapeau israélien, on a l'impression qu'on va tout de suite, que Dieu va s'abattre sur nous et qu'on va brûler en enfer et qu'il va y avoir un malheur. Et donc, moi, je voulais vraiment essayer justement de démystifier tout ça et de montrer que, ben non, on peut aussi soutenir la paix, soutenir, voilà, être... et là, évidemment, j'ai eu, je crois, c'était plus de 2000 commentaires, 1700 partages. J'ai évidemment des gens qui m'ont dit que c'était formidable, etc. Et puis évidemment énormément d'islamistes et de propos injurieux, d'insultes, de menaces de mort, etc. Et j'ai reçu des vidéos, enfin une vidéo où on montrait différentes façons de décapiter, mais différentes façons d'exécuter, d'exécution en islam, notamment une vidéo d'exécution Daesh. Et donc, voilà, donc j'ai dû porter plainte parce qu'il s'avère que c'était quand même quelque chose d'assez sérieux. Et puis là-dessus, bah, j'ai eu, voilà, ma mère qui m'a rappelé, qui m'a dit bah, tu changes de nom, on te renie, tu fais plus partie de la famille, on veut plus rien entendre. Et elle a passé le mot, mais dans toute la famille, aussi bien en Belgique qu'au Maroc. Et donc, plus personne ne m'adresse la parole pour cette prise de position-là. Et tu n'es pas protégée par la police. Bah, il y a une enquête qui est en cours, mais j'ai pas de nouvelles et je ne suis pas protégée par la police. Donc quand il y a des événements, etc., j'ai des gardes du corps avec moi, etc. Mais sinon, voilà. Et puis pendant le Covid, on a des masques, donc on espère ne pas être reconnu. On évite certains quartiers aussi parce que Bruxelles c'est petit, tout le monde se connaît. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on essaye de vivre, en tout cas au quotidien. Fadila, la France va élire dans moins de 2 mois un nouveau président. Est-ce que tu as des conseils à donner aux candidats pour diminuer le danger islamiste et pour reprendre la direction de la civilisation et de la démocratie? Ouais, je pense que une des choses d'abord, c'est de ne plus légitimer les religieux. En islam, normalement, il n'y a pas de représentants des musulmans. Et je pense que les premières générations, ceux de mes grands-parents qui pratiquaient leur islam, ils la pratiquaient comment eux l'entendaient. Et à la limite, chacun faisait un petit peu son marché et vivait juste comme tout le monde et se posait pas trop de questions. Et les questions, c'était surtout de la vie quotidienne. Mais depuis pas mal d'années, quelques décennies, en France ou en Belgique, on a essayé d'avoir un interlocuteur privilégié pour parler aux musulmans. D'abord, on voit bien que chez les musulmans, comme on le disait, il y a différents courants. Donc, on ne peut pas avoir un représentant. C'est différentes. Vous avez aussi bien déjà les chiites, les sunnites, mais même au niveau des sunnites, vous avez divers courants, etc.
Donc, c'est impossible d'avoir un interlocuteur. Et de deux, je pense qu'il ne faut pas avoir un interlocuteur, il ne faut pas les mettre en avant, il ne faut pas que ces personnes-là aient une légitimité. Parce qu'on sait qu'il y a des influences, d'abord de la part des pays d'origine, que ce soit la Turquie pour les Turcs, mais aussi pour le Maghreb, que ce soit l'Algérie, que ce soit le Maroc, pour les personnes issues d'immigration marocaine, algérienne, etc. Il y a une influence qui est présente, puisque la plupart des personnes du Maghreb ont des biens immobiliers, ont des comptes bancaires dans leur pays d'origine. Et quand ils vont dans leur pays, ils sont marocains, ils ne sont pas belges, ou ils ne sont pas français. Donc il y a déjà, à ce niveau-là, il y a aussi cette difficulté. Et puis il y a cette difficulté aussi des islamistes, frères musulmans, de tous ces groupes qui veulent une mainmise sur la communauté musulmane. Et je pense qu'il faut surtout un dirigeant doit d'abord être responsable, oser prendre, oser décider et aussi prendre des décisions pour le bien de la nation et de tout le peuple et de tous les citoyens, pas uniquement d'une partie de la population, pas uniquement pour ses intérêts personnels. Je pense que pour moi, c'est ce qui nous manque à l'heure actuelle en politique, que ce soit pour vous en France ou pour nous en Belgique, c'est une personnalité qui représente tous les citoyens, quelle que soit leur confession, leur croyance ou non-croyance, etc., qui applique la stricte loi et la laïcité. Bon, c'est plus facile chez vous en France puisque vous avez normalement la laïcité, même si on parle de plus en plus de laïcité inclusive et qu'on essaye de modifier. Je pense qu'il faut vraiment rester sur la laïcité comme elle est entendue en France et séparer l'État de l'Église. Absolument. Une dernière question, Yana, avant qu'on passe aux questions de nos internautes. Tout à fait. Écoute, je crois que je n'ai jamais vu quelqu'un qui aurait ton courage, je le dis avec toute sincérité, parce que vivre ce que tu as vécu, c'est extrêmement difficile de tous les points de vue, et je pense que tous ceux qui t'écoutent s'en rendent compte. Je voudrais te demander comment nous, ceux qui t'écoutons, pourrions t'aider dans ce que tu fais. Alors, c'est vrai qu'à partir du moment où on a créé l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles avec Florence Bergeau-Blaclair, qui travaille depuis plus d'années que moi sur ces sujets-là, depuis plus de 25 ans, et qui est vraiment spécialiste sur ces questions-là, aussi bien par rapport aux institutions européennes, le noyautage des islamistes, etc. On a créé l'Observatoire des fondamentalismes parce qu'on s'est bien rendu compte qu'à Bruxelles, en Belgique, on n'avait pas d'interlocuteur. Et aussi bien en France qu'en Belgique, en fait. C'était très difficile de pouvoir obtenir des subventions pour faire des recherches sérieuses et qui ne soient pas sous influence. Parce qu'on sait que maintenant que les universités sont noyautées et que quand on veut travailler d'une manière très sérieuse et objective sur ces questions-là, on a des bâtons dans les roues. Et c'est vrai que l'Observatoire, au départ, a été énormément attaqué puisqu'on a sorti énormément de dossiers. On a été des lanceurs d'alerte. Et on manque cruellement de moyens financiers. Là, on a créé avec des associés, notamment avec Florence Bergeau-Blaclair et d'autres personnes, le Café Laïque à Bruxelles, qui est situé vraiment du côté de Schuman, juste à côté des institutions européennes, parce que Florence, dans ses études, et d'ailleurs vous pouvez trouver des articles dans Le Point et dans la presse française, c'est qu'elle a bien remarqué le noyautage des islamistes au sein des institutions européennes. C'est une des premières d'ailleurs qui les a dénoncés. Et on voit le lobbying qui est en train de se mettre en place, qui s'est mis en place au sein des institutions européennes, qui va influencer tous les autres pays membres, que ce soit la France, que ce soit et d'autres pays. Et pour moi, le café laïque, si il existe à côté, c'est aussi pour pouvoir influencer, pour être présent, pour amener un autre point. Et donc, on a besoin de vous, on a besoin de la France, on a besoin de moyens de soutien. On cherche aussi des ouvrages, puisque le café laïque, on fait la promotion évidemment de la laïcité, la laïcité comme un art de vivre, comme quelque chose qui amène justement au vrai vivre ensemble, puisque c'est un espace ouvert à tous et qui est ouvert au débat. On crée des conférences une fois par mois. D'ailleurs, la prochaine conférence, ça va être la laïcité et l'école et l'islamisme avec Fatia Boujalat.
Et pour nous, c'est important en fait qu'il y ait un espace dédié à ça à Bruxelles, parce que Bruxelles, ce n'est pas uniquement la capitale de la Belgique. Ce qui est le plus important, c'est que Bruxelles, c'est là où se passent tous les lobbies. Vous avez l'OTAN, vous avez le Parlement européen. On sait que je vous apprends rien en disant qu'il y a énormément de services secrets qui se retrouvent là, que le lobbying est très présent dans la capitale bruxelloise. C'est là que tout se joue maintenant, et je pense que si le CCIE, le CCIF, qui se transforme en CCIE, qui est à Bruxelles, il n'est pas là pour rien. C'est parce qu'il influence de là-bas et il joue ses cartes contre la France à partir de Bruxelles. Donc, si on peut nous aider, c'est de cette manière-là, en tout cas, c'est de faire la promotion du café laïque. Et voilà, et on a encore besoin d'aide, évidemment, financière, parce que c'est le nerf de la guerre, vu que voilà, les finances vont un peu partout, sauf là où ça devrait vraiment être, où c'est utile pour notre combat. Eh bien, on donnera en même temps que le lien avec le replay de cette conférence, on donnera l'adresse mail où on peut te joindre et t'aider. Et je vais demander à Thomas s'il a sélectionné 1, 2, maximum 3 questions parmi celles qui ont été les plus posées par les internautes, parce qu'on est en train de déborder sur le timing. Voilà. Alors déjà, merci beaucoup, Fadila. J'aimerais me joindre aux très nombreux messages de remerciements qu'on a eu en question, qui vous remercie pour votre honnêteté, votre courage, pour votre engagement, voilà, encore votre courage, votre intelligence. Donc vraiment, merci beaucoup. C'était une conférence vraiment, vraiment très intéressante. J'ai regroupé les questions par thème. Il y a eu beaucoup de questions sur votre expérience personnelle et notamment familiale, notamment sur ce que disaient vos parents face au discours extérieur que vous pouviez entendre, sur le niveau d'études de vos frères et sœurs, ou sur globalement comment est-ce que votre famille se comportait entre eux et puis avec vous. Alors, au sein de ma famille, comme je disais au départ, moi, mes parents, on n'était pas du tout, on ne parlait pas de religion. C'est vraiment avec l'influence en fait dans les quartiers, et puis mes frères quand ils ont commencé à devenir adolescents, avec l'influence de leurs copains, etc. Ils ont ramené aussi ces discours au sein de ma famille. Et puis il y a eu dans les années 90, 90 ces chaînes satellitaires qui étaient de plus en plus regardées par les familles, et notamment aussi même dans ma famille, hein, voilà, ça se faisait aussi. Et je dirais que moi j'ai été élevée d'une manière entre guillemets moderne et en même temps traditionnelle. C'est-à-dire il y avait toujours cette où la fille doit être vierge pour le mariage. Il y a quand même la base en fait qu'on retrouve dans toutes les familles, même les familles on va dire qui se disent ouvertes, comme la mienne qui se disait ouverte. Moi, ma mère, elle écoutait du clo-clo, elle était fan de clo-clo, on la voyait en mini-jupe quand elle était jeune, etc. Mais petit à petit, avec l'influence de mes frères, en fait, elle a commencé à régresser, elle a commencé à porter le voile. Mon père a toujours été contre le port du voile. Et il est toujours, c'est toujours d'actualité. Par contre, mes frères ont une influence énorme sur mes sœurs et sur ma mère. Donc, ma mère a commencé à porter le voile surtout dans les années 90, vers le mi-90, comme ça, dans les années 90. Et elle a commencé aussi à tenir des propos aussi conservatrices. Euh, Bon, ça n'empêchait pas de regarder, parce qu'il y a aussi une certaine hypocrisie, ça n'empêchait pas de regarder quand même des séries télé, etc. Mais très vite, elle était rappelée à l'ordre par mes frères. D'ailleurs, il y a eu un moment où une scène où l'un de mes frères est rentré, ma mère regardait une série télé et il lui a dit: éteins cette télé, tu regardes, vous êtes des juifs ici, toi et papa, vous êtes des juifs parce que vous regardez les chaînes de juifs, etc. Et c'était voilà, discours qui a fortement influencé. Et c'est pareil à l'extérieur. Donc moi, j'ai dû quand même aussi me battre et prendre ma place, parce que je ne voulais pas être, je ne voulais pas être soumise. Pour moi, il était hors de question d'être soumise. Donc j'ai dû énormément me battre. Comme je disais, on est 8, 4 garçons, 4 filles. Il faut savoir que les 3 suivants, c'était des garçons. Donc j'ai dû prendre ma place, j'ai dû m'imposer. Mes frères ont essayé de prendre l'ascendant à un moment donné. J'ai une anecdote comme ça où je marchais dans la rue et mon frère, en fait, on a
ces bandes de garçons, ce qu'on appelle qu'ils tiennent les murs. On dit qu'ils tiennent les murs. Et à un moment, mon frère m'appelle au loin en me disant, il fait un geste de la main comme on appellerait son chien. Moi, j'étais assez surprise par ce comportement, puisqu'à la maison, ce n'était pas du tout le comportement dans lequel moi j'étais habituée. Donc, je m'approche en me disant, mais tiens, pourquoi est-ce qu'il me parle comme ça? Donc, je m'approche de lui, il était avec toute sa bande de copains. Il me dit, bah, tiens, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas où? Je dis, bah, je rentre à la maison. Il me dit, oui, c'est ça, et rentre maintenant, et vite fait. Et là, tout d'un coup, j'ai été confrontée à ça. Je me suis dit, ça, je ne peux pas laisser passer. Si je laisse passer ça, c'est fini. Je serai soumise et il va prendre le pas. Ce que j'ai fait spontanément, c'est que je l'ai giflé devant ses potes. Il a baissé la tête, ses potes ont baissé la tête, et je suis repartie en lui disant « et je vais aller le dire à papa ». Ce qui fait que là, ça m'a permis, moi, de garder mais au fond de moi, je me dis, s'il m'en retourne une, ça va être compliqué. Vous voyez, la confrontation. Mais voilà, il fallait jouer le tout pour le tout, surtout ne pas avoir peur. Et c'est comme ça que j'ai pu, moi, m'imposer vis-à-vis de mes frères. Après, évidemment, par la suite, il y a eu un rejet, puisqu'à partir du moment où ils ont eu l'alliance, parce que souvent les mères, malheureusement, c'est malheureux, mais les femmes ne sont pas les alliées de leurs filles, et certainement dans les familles musulmanes, c'est plus vrai, je pense, qu'ailleurs, c'est qu'on n'est pas du tout soutenu par nos mères. Les mères soutiennent les garçons, et donc souvent les filles sont brimées, sont mises de côté, ce qui fait que maintenant on voit une revanche, et c'est pour ça qu'on voit toutes ces islamistes, ces femmes qui sont des militantes islamistes, parce que les islamistes ont bien compris qu'en leur donnant une place, qu'en les mettant en avant, en leur disant qu'elles servent la cause de l'Oumma et qu'elles sont importantes, et leur donner une reconnaissance, fait que ces filles en fait se soumettent d'elles-mêmes. Donc elles disent que c'est pas une soumission, que c'est une liberté. En réalité, non, tout ça est un endoctrinement. Et d'ailleurs, elles savent très bien que si elles ne portent pas le voile, que si elles ne rentrent pas en religion, que si elles ne pratiquent pas de la religion d'une manière fondamentaliste, elles ne seront pas prises au sérieux, elles n'auront pas de la liberté, qu'elles vont subir des pressions, etc. Moi-même étant jeune, beaucoup de filles disaient « Ah, si je veux avoir la paix, si je veux circuler dans la rue, il faut que je porte le voile ». Et c'est vrai que j'avais remarqué que toutes celles qui commençaient à porter le voile, elles pouvaient sortir dans la rue parce qu'elles étaient considérées comme pieuses, les garçons n'allaient pas leur parler, les parents avaient un peu plus confiance. Mais quand vous ne le portez pas, les parents étaient plus méfiants à votre égard. Donc elles s'imaginaient que vous alliez rencontrer des garçons, que vous alliez perdre votre virginité, etc. Ce qui fait qu'on ne pouvait plus rien faire. Donc moi, j'ai eu une éducation où je ne pouvais pas sortir, je n'avais pas d'amis. Même si même, j'avais le droit d'aller à l'école, j'avais le droit de m'instruire, etc. Ça, j'ai eu cette chance-là. Ça m'a permis, évidemment, je pense que c'est vraiment ça qui m'a sauvée. Ce qui m'a aussi sauvée, c'est de découvrir l'art, les arts, d'aller à la rencontre des autres, de ceux qu'on appelait les kofars, justement, qui m'ont appris à aimer les bonnes choses, à aimer ce qui est interdit en islam, c'est-à-dire rire, s'amuser, puisque moi, le fait de rigoler en rue, de rire, de chanter, de danser était très mal vu. On est considérés comme des putes, en fait, comme des gens comme des personnes impudiques. Donc, on m'interdisait, en fait, la musique. J'ai toujours aimé la musique et malheureusement, je n'ai pas pu suivre enfant ou adolescente de la musique, mais je me suis rattrapée par la suite. Et c'est vraiment ça qui m'a permis de m'ouvrir au monde, de découvrir des bonnes choses. Et je pense aussi que, au-delà du courage, on va dire, je sais ce qu'on peut perdre dans un environnement aussi fermé. On n'a plus de liberté. Je pense que si à l'heure actuelle, la plus belle chose que j'ai pu avoir, c'est vraiment d'avoir acquis une liberté, d'être sortie de cette famille, parce que clairement, quand on prend nos positions comme je la prends à l'heure actuelle, on perd la famille, on perd des amis, etc., au sein de la communauté, mais ce n'est rien comparé à la liberté qu'on gagne. Et ce n'est pas toujours évident pour beaucoup de filles, parce que c'est un choix à faire. C'est entre partir et être passé dans l'inconnu, parce que finalement, quand vous n'avez connu qu'une fermeture, que vous avez toujours été enfermé au sein d'une famille, c'est comme un peu un oiseau qui a été élevé dans une cage, qui va tout le temps revenir dans sa cage. Il ne connaît pas la liberté, donc il va tout le temps revenir dans sa cage. C'est un peu le même effet. Donc, soit on se dit, bon, finalement, soit j'accepte, je me soumets, je perds ma liberté, soit je vais voir autre chose et peut-être que ce sera meilleur que ce que je n'ai vécu.
peut-être que ce qu'on me vend, parce qu'on vous le dit, hein, si vous sortez de la communauté, si vous quittez la famille, bah, vous ne serez plus rien, vous allez tout perdre, vous allez finir, comme allez, sans abri. Donc on nous crée toutes ces peurs, toute notre enfance, toute notre adolescence, jusqu'à l'âge adulte, on nous dit, mais et ces gens-là, les autres, ils ne vous considéreront de toute façon que comme des musulmans, que comme des étrangers. Vous ne serez jamais, vous n'appartiendrez jamais, vous serez jamais leur frère ou leur sœur en humanité. C'est cette vision-là qu'ils ont. Et donc, moi, j'ai osé faire ce pas. Ça a été un long cheminement, ça a été un long travail. Il y a eu quand même aussi des périodes de souffrance, d'angoisse, de doute. Mais au final, je suis contente de les avoir passées parce que là, maintenant, je me bats pour maintenir cette liberté parce que je sais ce que ça coûte d'être enfermée. Merci du fond du cœur, Fadila. Je crois que c'est le plus beau mot de la fin qu'on puisse espérer. On s'écrira, mais merci. Je pense que tous les internautes sont aussi émus que moi. Et sachez que tous les gens qui ont participé ou qui voulaient participer et qui n'étaient pas là ce soir recevront le lien pour avoir le replay. Et on donnera aussi les coordonnées que tu nous transmettras du Café Laïque pour qu'on puisse t'aider. Merci Fadila. Merci à tous et à vous, Cognac J. Au revoir. Vous pouvez Merci quitter beaucoup, Fadila. Merci, voilà. Merci à Vous vous. pouvez quitter. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à tous Merci. les messages, beaucoup de messages dans le chat qui vous remercient toutes. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.